Afrique des libertés, je vous salue. Union européenne, CEDEAO. Étrange ressemblance entre la crise ukrainienne et la crise malienne. Je vous salue, amis africaines, amis africains. Je vous salue, amis européens, amis asiatiques, amis américains. Le serviteur des paix spirituels de la liberté des Africains vous salue. Cette émission, actuellement en exclusivité sur notre page Facebook, sera rediffusée sur YouTube. Franklin Nyapsi, Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Plus tard, dans la soirée. Je vous salue et je vous prie de bien vouloir protéger et partager cette émission qui se déroule pour le moment en exclusivité sur notre page Facebook. Protégez et partagez votre émission. André Machua, vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Afrique, Africaines, Africains du continent et de toutes les diasporas, je vous salue. Amis européens, amis américains, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté, je vous salue. En ce samedi, 5 mars 2022, il m'a semblé intéressant de vous proposer, à haute et intelligible voix, une réflexion sur des ressemblances étranges que j'observe entre le comportement de l'Union européenne d'un côté et le comportement de la CEDEAO. Deux organisations, l'une qui est au cœur de l'Europe et l'autre qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Deux organisations qui ont des comportements dont les ressemblances m'ont paru tellement frappantes que le philosophe, l'analyste politique, ne pouvait manquer de souligner et d'attirer l'attention des uns et des autres sur les leçons que nous enseignent les ressemblances que nous allons souligner. Il s'agit ici d'un exercice d'analyse comparative géopolitique et internationale. Un exercice utile pour aider l'Africaine, l'Africain et tous les peuples en lutte sur cette planète à bien comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés. Voilà pourquoi j'ai voulu vous entretenir. Et pour les besoins de l'exposé, je ne peux pas immédiatement lancer sur le chemin où je me suis arrêté cette émission sur nos deux réseaux habituels, le réseau Facebook et le réseau YouTube. Elle sera donc rediffusée en première
sur notre chaîne YouTube plus tard dans la journée. D'autant plus que je vous donnerai l'occasion d'écouter des personnes qu'on n'a pas souvent l'habitude d'écouter et qui, notamment sur la crise qui se déroule actuellement en Ukraine, la crise russo-ukrainienne qui est au cœur aujourd'hui de l'ébranlement de l'Union européenne, eh bien, nous donnerons à comprendre ce qu'il ne nous est pas donné à comprendre dans la Vulgate, que l'on veut nous bourrer dans les crânes sous couvert d'aseptiser l'information. De l'autre côté, vous verrez comment ce qui se passe ici ressemble à ce qui se passe là-bas, ou plutôt ce qui se passe là-bas, en Afrique, ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe ici, en Europe. Alors, il sera important d'en tirer quelques leçons pour le présent et l'avenir. Des leçons pour la crise qui se déroule actuellement sur le continent eurasiatique. Des leçons pour la crise qui se poursuit aujourd'hui en Afrique et notamment au Mali, où, comme vous le savez, hier encore, les terroristes qui déstabilisent le continent africain depuis la destruction notamment donc de la Libye en 2011 par la coalition occidentale, les mêmes terroristes ont durement frappé les forces armées maliennes, emportant au bas mot 27 vies de soldats, blessant gravement une vingtaine d'autres, avant de subir eux-mêmes le cuisant revers qu'ils méritent partout en Afrique et qu'ils devront mériter ad vitam aeternam. Oui, l'exercice auquel je m'adonne n'est pas un exercice usuel, car on a habitué, un peu trop habitué, les Européens à réfléchir sur l'Europe à partir de l'Europe, les Américains sur l'Amérique à partir de l'Amérique, et en restant uniquement dans les bornes de l'Amérique. On a habitué les Africains à réfléchir sur l'Afrique en se contentant uniquement du point de vue de ce qu'ils peuvent savoir localement en Afrique. Nous devons dilater nos esprits. Nous devons ouvrir le compas de notre intelligence et apprendre à analyser les problèmes locaux en projetant ces problèmes sur une perspective cavalière mondiale, tout en analysant les problèmes mondiaux à partir d'une perspective cavalière inverse, en appréciant leurs conséquences locales. Nous devons prendre l'habitude de dilater, d'ouvrir davantage nos intelligences afin de comprendre le système de choses dans lequel nous sommes. Mes chers amis, tel est le projet de cette émission. Vous êtes déjà près de 700 personnes à la suivre. Je vous salue à travers le continent africain, le continent européen, le continent américain. Je vous salue à travers les îles afro-caribéennes du monde. Je vous salue, vous qui êtes dans les îles de l'océan Indien, du Pacifique, et qui êtes, on me le dit, et même en Amérique latine, de plus en plus nombreux à suivre les contributions de votre serviteur. Sans plus tarder, nous allons commencer. L'Amérique, yes, yes. Vers l'Afrique, les humains ont des caches. On ne fait dire la valeur. Les humains ont des caches. Cette émission est dédiée aux 27 soldats de l'armée malienne assassinés hier par les terroristes qui déstabilisent l'Afrique depuis 2011. Je présente mes condoléances fraternelles et chaleureuses aux familles de ces soldats, aux forces armées maliennes, au peuple africain du Mali, au gouvernement de transition du Mali dirigé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et au régime de transition du Mali dirigé par le président donc de la République du Mali aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta. Qu'ils reçoivent à travers ma modeste parole les condoléances, le yako de toute l'Afrique des libertés. Et que nos ancêtres angélisés, Dieu le Tout-Puissant, veillent à rétribuer par leur grâce ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali vive, pour que les jeunes et futures générations maliennes et africaines connaissent la vraie liberté, la vraie justice, la vraie prospérité. Ainsi soit-il. Première partie de notre exposé, mes chers amis.
je voudrais attirer votre attention sur les ressemblances étranges que j'ai notées entre ce qui se passe dans la crise politique afro-malienne et ce qui se passe aujourd'hui dans la crise politique euro-ukrainienne. Je dis que j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé des rapprochements. Au moment de vous en parler, je voudrais déjà vous dire que en ce 5 mars 2022, c'est risqué de s'exprimer en Europe. C'est très risqué de s'exprimer maintenant en France. Quand moi je me connecte ici sur Facebook, tout de suite, les services des pères fouettards de l'État autoritaire français se connectent aussi pour procéder au relevé des affirmations, des thèses ou même des arguments qui devraient, estime-t-on, me valoir peut-être même la cour martiale, s'il fallait la réactiver pour des citoyens. Oui, il faut que vous sachiez que la nuit des libertés s'est abattue sur le monde occidental d'une manière encore plus profonde ces derniers temps. Cela se traduit par le harcèlement de tous ceux qui ne répètent pas, comme des moutons, ce qui est dit dans la quasi-totalité des médias d'Occident. J'attire votre attention sur le fait que cette difficulté à s'exprimer est d'autant plus sérieuse que certains qui ont des choses à dire ont choisi de se réfugier dans la peur, abandonnant les libertés qui n'existent que quand on les exerce. Ici, au cœur de l'Occident, c'est la situation. Et vous voyez, l'Occident, c'est toute une civilisation qui va de l'Australie, en passant par le Japon, la Corée du Sud, mais jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Europe occidentale et toutes les îles du monde qui sont sous l'influence des grandes puissances de l'Occident. C'est devenu extrêmement difficile de dire quelque chose qui ne plaise pas aux seigneurs de cette partie du monde. Mais c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes en Afrique. La quasi-totalité des régimes politiques africains sont des dictatures. Il est pratiquement impossible à un être humain, dans la plupart des pays africains actuels, de s'exprimer de façon critique et sans risque pour sa liberté, sa santé et sa vie. Que vous soyez en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ou même en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est, on compte au bout des doigts les pays dans lesquels vous pouvez dire quelque chose et rentrer dormir tranquillement chez vous. Pourtant, dans ces deux parties du monde que je viens de citer, à savoir l'Afrique et puis l'Occident, on a constamment présenté tout au long du XXe siècle et même de ce début du XXIe siècle, la partie du monde qui comporte la Russie et la Chine et la Corée du Nord comme étant la partie la plus diabolique de la Terre. Là-bas, nous a-t-on dit, et on nous a bourré les crânes avec cela, on a les pires régimes totalitaires de la planète. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce qui éclate en plein jour, c'est que, en réalité, actuellement sur cette terre-là, on est en manque d'un régime politique qui puisse être regardé comme le modèle des autres. En fait, on n'aurait jamais dû penser même qu'il y ait un modèle sur la terre. Je recommence. Avec ce qui se passe actuellement sur la terre, où la répression des libertés, la répression de la liberté d'expression, la répression de la différence, la répression du pluralisme, se montre en plein jour, au cœur de l'Occident. Alors qu'au cœur de l'Occident, on nous disait que c'est essentiellement en Chine, en Corée du Nord, en Russie, bref, dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, que la liberté n'existe pas. Alors que même au cœur de l'Afrique, où la majorité des régimes sont des dictatures, on a toujours essayé de présenter l'Asie et l'Extrême-Orient comme étant l'anti-modèle de l'autorité politique. Ce que nous constatons tous ensemble maintenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas sur cette planète un régime qui soit le modèle des autres. Le pied du policier américain sur le coup de George Floyd a rappelé à tous les Africains du monde que les Afro-Américains ne sont pas libres et qui ne sont pas plus libres aujourd'hui que les Afro-Africains, qui ne sont pas plus libres que les Afro-Européens, qui ne sont pas plus libres que les Afro-Asiatiques. Le traitement réservé aux étudiants africains, aux réfugiés africains, aux immigrés africains,
en Ukraine a révélé que ceux-là même qui aujourd'hui sont victimes, là, d'une agression militaire de la grande puissance russe, ont constamment banalisé l'humanité des immigrés d'Afrique sur leur sol. On découvre, et ça c'est mon premier constat, qu'en fait il n'y a aucune partie du monde qui ait des leçons à donner à une autre. Écrivez ça. Car une bonne connaissance de l'histoire de toutes les parties du monde, que ce soit l'Occident, l'Orient, le Sud, vous permet de souligner des pratiques flagrantes de violation de ce qu'on considère aujourd'hui comme les droits humains. Donc en fait, nous sommes sur une planète qui doit être mise complètement à plat du point de vue de l'échelle des valeurs. On doit repenser les valeurs planétaires. Et dans cette affaire, personne ne doit avoir de préjugés favorables. Aucune civilisation ne peut se dresser aujourd'hui sur la Terre et dire « Nous avons un préjugé favorable, nous sommes la meilleure civilisation ». Il faut donc que nous nous reposions la question de savoir quel est le ciment de l'humanité. Qu'est-ce qui peut tenir l'humanité? Qu'est-ce qui peut faire que les hommes de tous les continents, de toutes les civilisations, les hommes de toutes les cultures puissent vivre ensemble? Quelle est la valeur de civilisation qui peut réussir encore à relier, à articuler, à harmoniser les différences, les pluralismes, les manifestations du pluralisme culturel, politique, économique, etc. Je voulais commencer par souligner cela. Parce que certains vivant en Europe, certains vivant en Amérique du Nord, au Canada, pouvaient penser qu'ils étaient, comme on disait dans le jeu, l'un des jeux de mon enfance, on faisait une course avec une zone qu'on appelait la zone du pouce déchiré. Quand tu arrivais dans la zone du pouce déchiré, tu posais tes deux mains sur les épaules comme ça et tu disais pouce déchiré. Et puis, toi, on ne pouvait plus te prendre, tu ne pouvais plus être pénalisé dans le jeu parce que tu étais en quelque sorte dans la partie paradisiaque du jeu. Et il n'y a plus, cette partie paradisiaque n'existe plus sur la Terre. Il n'y a plus une zone de la Terre où quelqu'un puisse dire pouce déchiré. Je suis au pays de la liberté. Je suis au pays où tout est garanti, tout est respecté. Cela n'existe plus. En fait, cela n'a jamais existé. Et c'est parce qu'on nous a tympané, c'est parce qu'on nous a rempli la tête de propagande que certains d'entre nous ont perdu le regard d'exigence qu'ils doivent avoir envers toute société humaine. Il n'y a pas de société humaine parfaite. Certes, certaines sont plus imparfaites que d'autres, mais il n'y a pas de société humaine parfaite. Il n'y a donc pas de civilisation qui puisse a priori donner la leçon à toutes les autres. L'humanité, si elle doit vivre de la critique réciproque, de la libre critique mutuelle des valeurs, des normes, des civilisations, des institutions. L'humanité doit vivre d'une liberté critique assumée partout et pour tous, et par tous. Là, il y a une chance. Mais maintenant, regardons deux pays. Cette émission peut sembler avoir un objectif, comment je vais dire, saugrenu, injustifié pour certains d'entre vous. De l'autre côté, on a la crise malienne au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, de l'autre côté, on a la crise ukrainienne à la lisière entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Vous pouvez avoir envie de me dire, mais quel est le rapport entre les deux? D'abord, le rapport entre les deux, c'est que ce sont des crises qui concernent toute l'humanité. Puisque nous sommes dans un grand village planétaire, les effets de la crise ukrainienne peuvent se ressentir au Mali et se ressentiront. Les effets de la crise malienne, la crise africaine peuvent se ressentir en Ukraine et ils s'y ressentent. Nous sommes sur une planète interconnectée. Donc vous ne pourrez plus faire d'analyse de problèmes en coupant de manière artificielle des régions qui sont interconnectées par quoi? Par les flux financiers, interconnectées par les mouvements, les migrations humaines, interconnectées par le partage des informations, des connaissances, la télévision, interconnectées par les relations entre les familles, les mariages, les mixages, la mixité. Le monde est interconnecté, bien que il y ait des problématiques spécifiques. Vous ne pouvez pas, a priori, séparer la crise afro-malienne de la crise ukraino-européenne. Bon, mais enfin, regardons bien ces crises. Quelle est la première chose qui m'a frappé quand je regarde ces deux crises et qui m'a amené à penser qu'il faut les comparer? Dans les deux crises, il y a des agresseurs apparents que l'on veut nous proposer comme étant les causes absolues de la crise.
Je recommence. Premier critère. Dans les deux crises, que la crise malienne, malio-africaine ou afro-malienne et la crise ukraino-européenne, dans les deux cas, il y a des agresseurs apparents que l'on veut nous imposer par la propagande de considérer comme la cause unique et absolue de cette crise. Regardons comment ça se passe dans la crise ukrainienne. On nous présente dans la plupart des médias, notamment occidentaux, la Russie comme étant la cause absolue de la crise ukrainienne. Écrivez ça. La crise là, la guerre russo-ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est l'occasion pour la quasi-totalité des médias occidentaux de considérer que c'est la faute à la Russie. En effet, quand on regarde en se tenant au présent, c'est-à-dire à ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, on voit très bien que c'est la Russie, c'est l'armée russe qui a envahi l'Ukraine. C'est évident, n'est-ce pas? On voit très bien que l'armée russe est ici en position d'agresseur et l'Ukraine est en position d'agressé. N'est-ce pas? De la même façon, quand on va au Mali, qui agresse le Mali? On les appelle les djihadistes, les terroristes djihadistes. On leur a trouvé 2 organisations tout à fait commodes. D'un côté, on les appelle Al-Qaïda, de l'autre côté, on les appelle État islamique. C'est bon. Quand vous regardez la crise malienne, vous vous dites le Mali, comme les États sahéliens, le Burkina, le Niger, ils sont attaqués par les djihadistes. C'est bon, n'est-ce pas? Les djihadistes sont donc la cause de la déstabilisation du Sahel et du Mali en particulier. Les agresseurs apparents sont considérés comme la cause absolue de la crise par la même propagande occidentale. J'insiste, hein, c'est la même propagande occidentale qui soutient les 2 thèses. Dans la crise russo-ukrainienne, c'est la Russie qui est l'agresseur. D'autant plus que on a bien vu, vous et moi, nous avons bien vu l'armée russe agresser l'armée ukrainienne, entrer en Ukraine et prendre possession. Elle est en train de prendre possession des villes, des centrales nucléaires, etc. L'agression militaire de la Russie en Ukraine n'est pas discutable. Tout comme n'est pas discutable l'agression armée des terroristes qu'on appelle les djihadistes au Mali. Donc, vous voyez comment ça se ressemble? La même propagande nous dit la crise ukraino-européenne, c'est la faute à la Russie. La même propagande nous dit, en Afrique, la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique, c'est la faute aux djihadistes. D'accord? Mais avançons plus loin maintenant. Deuxième point de ressemblance entre les 2 crises. L'agresseur apparent est bien souvent, en réalité, quelqu'un qui, premier cas, réagit, et deuxième cas, qui n'est pas l'agresseur réel. Quand on analyse les 2 crises, on découvre que l'agresseur réel n'est pas l'agresseur apparent. Ça, c'est la deuxième caractéristique entre les 2 crises. Quand on analyse ces 2 crises, je reprends, on se rend compte que finalement, l'agresseur apparent, là, n'est pas l'agresseur réel. Appliquons ça au cas du Mali, pour vous montrer que l'agresseur apparent au Mali n'est pas l'agresseur réel. Bon, en apparence, c'est les djihadistes, n'est-ce pas? Mais pourtant, ce ne sont pas les djihadistes qui, en coalition, ont bombardé et détruit la Libye, permettant à ces supposés terroristes de se servir des armes de Kadhafi. Ce ne sont pas les djihadistes qui ont tué Muammar el-Kadhafi. Ce ne sont pas eux qui se sont partagés la Libye. La Libye a été détruite à l'initiative de la puissance française par la coalition de l'OTAN. Parce que Muammar el-Kadhafi s'apprêtait à doter l'Afrique d'une monnaie unique, d'une monnaie indépendante, souchée sur ses réserves de pétrole, de gaz et d'or. Cela a été révélé par la suite quand on a découvert le contenu des emails de Madame Hillary Clinton. Le monde entier le sait maintenant. On n'a pas tué Kadhafi parce que Kadhafi était terroriste. On a tué Kadhafi parce que Kadhafi représentait la possibilité de l'émancipation économique du continent africain. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy, alors président de la France, a convaincu, dans le cadre de l'OTAN, ses alliés occidentaux pour tuer Kadhafi et casser la Libye. Or, on sait très bien qu'en cassant la Libye, la coalition occidentale avait prévu de déstabiliser le Sahel. Et en déstabilisant le Sahel, elle avait prévu de proposer ses services militaires aux États faillis du Sahel. Et en proposant ses services militaires aux États faillis du Sahel, elle savait bien qu'elle ne viendrait pas mettre fin au terrorisme. Elle viendrait stabiliser le terrorisme pour forcer les États du Golfe de Guinée à accepter la réinstallation des mêmes armées occidentales,
de leur base tout au long du golfe de Guinée, ce qui permettrait de contrôler les richesses faramineuses des 3 frontières du Liptako-Gourma et, bien sûr, la deuxième grande place de richesse, de réserve naturelle du monde entier, le golfe de Guinée. Tout le monde sait très bien que la déstabilisation du Mali et du Sahel a été faite dans le cadre d'un plan de recolonisation militaire, économique et politique de l'Afrique. Est-ce que vous voyez ce qui se passe au Mali? Qui d'entre vous croit encore que c'est 2 ou 3 tondus épelés d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui se sont levés là-bas au Moyen-Orient et qui sont venus attaquer le Mali pour prendre le Mali? D'ailleurs, je vous demande, est-ce que vous savez que Al-Qaïda et l'État islamique sont des démembrements d'organisations qui sont reconnues et qui sont hébergées officiellement par les États du Golfe, qui sont les alliés de l'Occident? La base arrière d'Al-Qaïda au Moyen-Orient, sa capitale de référence, c'est Doha au Qatar. Oui ou non? Écrivez ça. La base arrière du financement de l'État islamique, c'est l'Arabie Saoudite. Or, le Qatar, l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe sont les principaux clients en achat d'armes et en échanges commerciaux autour du pétrole de la coalition occidentale. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ils ne supportent pas la vérité, mais maintenant elle est connue. Donc, vous regardez la crise malienne. Agresseurs apparents, les djihadistes. Agresseurs réels, la coalition qui a cassé la Libye, déstabilisé le Sahel et qui veut occuper le golfe de Guinée. C'est elle qui est l'agresseur réel de l'Afrique. C'est bon ou c'est pas bon? Ok. On va de l'autre côté, on va étudier l'agresseur réel dans l'affaire russo-ukrainienne. Si vous prenez les choses dans le présent actuel, immédiat, c'est la Russie qui est l'agresseur de l'Ukraine, n'est-ce pas? C'est ce que l'on voit. En 2022, on voit la Russie agresser l'Ukraine. Mais combien d'entre vous savez que le gouvernement ukrainien, depuis pratiquement 2014, a massacré près de 13 000 de ses propres concitoyens, réputés russophones, dans la région dite du Donbass? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous savez que le régime ukrainien là est un régime génocidaire? Qui a massacré depuis 2014 près de 13 000 personnes? Parce que ces personnes-là sont de culture russophone et refusent entre autres l'alignement de l'Ukraine et l'entrée de l'Ukraine sous le commandement occidental et notamment de l'OTAN. Est-ce que vous saviez ça? Non. Lorsque des russophones dans un pays comme l'Ukraine sont massacrés pendant plus de 10 ans, près de 10 ans, est-ce que vous ne pensez pas que la grande puissance russophone qu'est la Fédération de Russie va se sentir concernée? Ça c'est le premier point. Notez les arguments. Hein. Ne vous laissez pas intimider par ces menteurs. Ne vous laissez pas intimider. Disons la vérité. Et la vérité va sauver la planète tout entière. Deuxième élément important que beaucoup ignorent sur la crise russo-ukrainienne. En 1989, quand l'Union soviétique s'est auto-démantelée, quand l'Union soviétique s'est elle-même débarrassée de certaines de ses républiques parce qu'elle en avait de trop, Mikhail Gorbatchev, qui a négocié cette mutation, a obtenu la garantie de ses partenaires du bloc occidental et notamment américain que le bloc occidental, et notamment l'OTAN, ne s'étendrait jamais vers l'Est. Autrement dit, que pour garantir la sécurité de la Fédération de Russie, on ne se permettrait pas d'intégrer dans l'alliance militaire occidentale les anciennes républiques socialistes soviétiques redevenues relativement indépendantes, mais en même temps issues du processus soviétique. Ça a été un point fondamental des accords. Or, de 1989 à maintenant 2022, est-ce que vous savez combien de pays ont été intégrés dans l'alliance de l'OTAN alors qu'entre-temps, la Fédération de Russie, elle, n'avait plus jamais réintégré de pays en son sein. 14 pays. 14. Et dans les 14 pays qui ont été intégrés dans l'alliance de l'OTAN, il y a pratiquement une dizaine qui sont des anciennes républiques socialistes soviétiques. Je vous rappelle que les anciennes républiques socialistes soviétiques, la Lituanie, Estonie, Lettonie, tous, ils se trouvent dans la zone intermédiaire entre la Russie et l'Europe occidentale. Intégrer, comme l'a fait l'OTAN, tous ces pays-là, jusqu'à la Macédoine, à l'intérieur de son alliance, c'est rapprocher les armes de l'OTAN des portes de la Russie. Écrivez ça. Voilà ce qu'ils ont fait depuis 1989. Ils n'ont pas arrêté de récupérer les anciennes républiques socialistes soviétiques et d'y positionner des armes de guerre. C'est ce processus
qui était engagé pour l'Ukraine. L'Ukraine que vous entendez à travers son président, Zelensky, demander son intégration dans l'Union européenne, afin en fait d'amener l'Union européenne dans la guerre contre la Russie. Zelensky demande son intégration dans l'Union européenne. Il a même demandé son intégration rapide dans l'OTAN. Parce qu'il voudrait que les grandes puissances de l'OTAN, et l'Amérique en particulier, entrent en guerre contre la Russie pour lui permettre à lui, Zelensky, de rester président de l'Ukraine. Donc en fait, je viens de vous donner deux arguments. Le premier argument, c'est le massacre d'une partie de la population ukrainienne par le régime ukrainien. La persécution des russophones. Ça, c'est le premier argument. Vous allez vérifier les chiffres. Hein. Toute la presse occidentale reconnaît qu'on a tué entre 13 000 et 14 000 personnes depuis 2014. Ça, c'est le génocide oublié. On n'en parle pas. N'est-ce pas? Comme le génocide qui se déroule actuellement au Yémen, avec des armes vendues par les Occidentaux contre le peuple yéménite. On n'en parle pas. N'est-ce pas? Deuxième argument, vous regardez la carte de l'Europe. Vous regardez la carte de la croissance, l'évolution de l'OTAN, et vous vous rendrez compte que la grande alliance militaire de l'OTAN a intégré 14 pays en son sein sur ces 20-25 dernières années. Et à chaque fois, cette intégration signifiant le rapprochement de l'infrastructure militaire de l'OTAN aux portes de la Russie. Or, qui dit rapprochement de l'infrastructure militaire de l'OTAN aux portes de la Russie dit suprématie de l'Amérique, non seulement sur toute l'Europe occidentale, mais suprématie sur la Russie. Les Russes ont un point fondamental dans leur histoire. Ils n'ont jamais accepté d'être les vassaux de qui que ce soit au monde. Lorsqu'ils ont vu la progression de l'alliance de l'OTAN, ce qu'on appelle l'élargissement vers l'Est, ils ont tracé une ligne rouge. Et cette ligne rouge s'appelait l'Ukraine. Les Russes ont dit, le jour où l'Ukraine, et on trouve des vidéos de Vladimir Poutine, datant même de la période de 2014, où il dit, le jour où l'Ukraine envisagera d'intégrer l'OTAN, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait des armes qui, à partir du territoire ukrainien, peuvent frapper la capitale de la Russie, Moscou, en moins de 35 minutes, ce jour-là, ce sera la guerre. Poutine l'a dit avant. Donc, je vous repose la question à partir de ces deux éléments que je viens de vous donner. Qui est l'agresseur? L'agresseur apparent de l'Ukraine, c'est évidemment la Russie. Mais qui est l'agresseur réel? C'est l'OTAN. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est ce que je pense et c'est ce que j'ai démontré. C'est ce que je suis prêt à démontrer. L'agresseur réel, celui qui excite à la guerre, celui qui a provoqué la guerre russo-ukrainienne actuelle, c'est l'OTAN par sa volonté d'hégémonie sur tout le monde eurasiatique. C'est ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas en contradiction avec la doctrine de l'OTAN telle qu'elle a été formulée par Zbigniew Brzezinski dans The Grand Chessboard, le grand échiquier, ou telle qu'elle est formulée par Henry Kissinger dans son ouvrage The New Order, le nouvel ordre. Donc, mes chers amis, je viens de vous prendre deux éléments de ressemblance. Validez, on avance, hein. Écrivez ça pendant qu'on avance. J'ai dit élément de ressemblance numéro 1. Des deux côtés, on accuse un agresseur apparent. Et puis des deux côtés, l'agresseur réel n'est pas l'agresseur apparent. Au Mali, l'agresseur apparent, c'est juste en réalité un éclaireur. C'est un pionnier d'un vaste plan que le président Obama a appelé The Job. We will do the job. De l'autre côté, l'Ukraine que vous voyez n'est rien d'autre que le bras armé de l'OTAN. La guerre russo-ukrainienne est en réalité une guerre déguisée entre l'OTAN et le bloc de Shanghai, et notamment entre l'OTAN et la Russie. C'est bon ou c'est pas bon? Voilà ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Pourtant, on doit le dire. Pour que les Européens, les Américains, les Africains et les Asiatiques, que nous allions ensemble vers une vérité partageable. Il faut qu'on dise ces vérités. Maintenant, je passe à une troisième ressemblance. Troisième ressemblance. La CEDEAO est une organisation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle prend des mesures pour punir le Mali, n'est-ce pas? Elle a pris des mesures pour punir le Mali. Mais on se rend compte que les mesures qu'elle a prises pour punir le Mali se retournent contre la CEDEAO. Et pendant que ces mesures prises par la CEDEAO pour punir le Mali se retournent contre elle-même, la puissance qui a encouragé la CEDEAO à punir le Mali, à savoir la puissance française, elle en profite. Je recommence, hein. Vous allez voir comment ça se ressemble avec la situation en Ukraine. Restons encore au Mali. Je réexplique.
Au Mali, c'est la CEDEAO qui punit le Mali. Le 9 janvier 2022, la CEDEAO s'est réunie. Elle a sorti une batterie de sanctions illégales, inhumaines, illégitimes contre le Mali. Ces sanctions avaient été d'ailleurs annoncées en éclaireur par la grande puissance française. Donc en fait, ces sanctions font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un manque à gagner. Puisque le port d'Abidjan, le port de San Pedro ne servent plus à transporter les produits maliens. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup d'argent. Le Sénégal, à travers le port de Dakar, a perdu des sommes faramineuses. Parce qu'il respecte l'embargo qui lui a été inspiré par la puissance française. Mais à qui ça profite? Pendant qu'ils font ça, pendant que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en train de perdre de l'argent. Mais la puissance française, elle a veillé à ce que ses affaires au Mali, ses affaires au Burkina, ses affaires en Guinée, ses affaires en Côte d'Ivoire, ses affaires au Sénégal, ses affaires dans toute l'Afrique de l'Ouest continuent à bien fonctionner. Tel que l'illustre le rétablissement de la ligne aérienne directe d'Air France. Paris, Bamako, Bamako, Paris, ça marche. On vous pousse à mettre sous embargo le Mali et pendant ce temps, on continue à banquer avec Orange, à banquer avec Bolloré, à banquer avec Bouygues, à banquer avec Total, à banquer avec Air France. On continue à banquer tranquillement. Et d'ailleurs, les parts de marché qu'on vous a fait abandonner, on les récupère. Est-ce que vous avez vérifié ça, ce que je suis en train de dire là? Vous êtes près de 1600 personnes en direct. Dites-moi que vous avez bien vérifié que ceux qui ont poussé la CEDEAO à punir le Mali sont les bénéficiaires. Alors que les États de la CEDEAO sont les perdants. Le Sénégal, par exemple, le port de Dakar, c'est des milliers de milliards qu'il a perdu depuis le 9 janvier. Des milliers de milliards de CFA. Ce qui explique la petite colère de Macky Sall. Macky Sall commence à s'énerver un peu. Vous avez vu ce que son gouvernement a courageusement sorti comme avertissement à l'ambassadeur ukrainien qui voulait recruter des mercenaires sur le sol sénégalais. Attention, quand le Sénégal, qui est un pays très modéré, un pays france-africain, un pays où la vassalité à la puissance néocoloniale française est une règle d'une bonne partie de l'élite politique depuis Senghor. Quand le Sénégal sort un communiqué pour menacer l'ambassadeur d'Ukraine, en sachant très bien que cet ambassadeur d'Ukraine est soutenu par les Européens, soutenu par l'OTAN, soutenu par les États-Unis, c'est-à-dire que Macky Sall et les membres de son gouvernement commencent à se rendre compte qu'on les utilise à leur détriment. Parce que le manque à gagner malien, là, on le sent à Dakar. Wallahi billahi talaï. Le manque à gagner du Sénégal au Mali, là, à Dakar, dans les caisses de l'État du Sénégal, on sent ça. Et il n'y a pas eu de compensation. À Abidjan, on le sent. J'ai été ces derniers temps en Afrique de l'Ouest, j'ai rencontré des hommes d'affaires ivoiriens. Incidemment à Bamako, qui m'ont raconté leur calvaire. L'argent qu'ils perdent à cause des bêtises d'Alassane Dramane Ouattara. Le pseudo-économiste, qui n'a même pas calculé ce qui allait arriver à l'économie ivoirienne quand lui, il allait s'aligner dans un embargo dur contre le Mali. Il n'a même pas calculé ça. Ouattara n'a pas calculé. Alassane Ouattara n'a même pas pris la peine de calculer les conséquences d'une décision contre un pays voisin. Oui. Bon, ça c'est le côté crise malienne. Vous avez compris? Maintenant on va aller du côté crise ukrainienne. Est-ce que vous savez que la plupart des sanctions que les Européens sont en train de prendre contre les Russes, ce sont des sanctions qui se retournent contre les Européens et qui profitent aux Américains? Je recommence. Est-ce que vous savez que la plupart des sanctions que l'Union européenne est en train de prendre contre les Russes sont des sanctions d'abord illégales? Elles sont illégales. Et d'autre part, sont des sanctions dont les conséquences rejaillissent sur les économies européennes. Beaucoup moins que l'économie américaine qui, elle en profite. C'est ce que vous savez que l'Europe dépend à 40% pour son énergie de la Russie. Est-ce que vous savez que l'Allemagne est un pays qui risque d'être à genoux dans les prochaines semaines? Alors, j'ai choisi pour cela, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas diffusé l'émission en même temps sur YouTube. Je voudrais vous faire écouter Charles Gave, l'un des meilleurs spécialistes du sujet, qui s'exprime sur l'une des dernières radios libres de la Terre de France, Sud Radio. Je voudrais que vous écoutiez Charles Gave. Et vous allez aussi écouter un homme politique français expérimenté, le sénateur Pozzo di Borgo.
Ils vont vous expliquer ce que l'Europe et notamment la France sont en train de risquer en appliquant une politique de sanctions aveugles contre la Russie. L'Europe en général et la France sont en train de s'exposer à un effondrement pire que celui de la crise des subprimes de 2008. Ce qui renvoie au même comportement que la CEDEAO. À partir de ces trois éléments, nous pourrons conclure. Bon. Je vais vous montrer l'émission, franchement, que j'ai trouvée lumineuse. Charles Gave nous explique d'une manière encore plus lumineuse, eh bien, les dégâts. C'est cette émission-là. Je vais choisir de vous mettre le volume. Hop. Je vais passer là. Et je vais vous mettre ça. Permettez, l'émission se télécharge. Alors, c'est une émission intitulée, vous la retrouverez plus tard sur YouTube pour la regarder en entièreté. Charles Gave, il dit ceci, la Russie peut tenir 2 ans. La France peut tenir 2 mois. La Russie peut tenir 2 ans face aux sanctions économiques qu'on annonce là. Alors que la France, elle peut tenir seulement 2 mois. C'est démontré par l'un des meilleurs économistes citoyens de France aujourd'hui, M. Charles Gave. Je voudrais qu'on lui donne la parole. Alors Charles Gave, on regarde un peu tout cela. Effectivement, ça fait maintenant 1 semaine que Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et avec l'inflation actuelle et dans la perspective d'un marché indo-russo-chinois, combien de temps peut-on encore tenir? Nous en parlons avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés et économiste des marchés financiers. Écoutez-le bien. Bonjour. Alors Charles Gave, on regarde un peu tout cela. Effectivement, ça fait maintenant 1 semaine que se passe ce conflit, cette invasion, cette agression. Appelons-la comme... Il y a plusieurs mots pour ça, mais en fait, justement, c'est aux financiers, aux connaisseurs de la finance. Vous êtes entre l'Amérique, entre la Chine, la France, l'Europe. Parlons d'abord quelque chose. On entend beaucoup que, étant donné qu'on est en train d'attaquer sur la monnaie, qu'on est en train de geler les avoirs des oligarques russes et autre chose, qu'on est en train on l'a vu pour RT France et autrement, et on parle d'un retour à l'étalon or. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une raison, ça, les retours à l'étalon or, c'est assez simple. C'est que les États-Unis, il y a une quinzaine d'années, ont décidé d'extraterritorialiser leurs droits sur le dollar. Autrefois, si la France vendait quelque chose au Soudan, en dollars, puisque c'est que le commerce international se passe en dollars, beaucoup. Là, oui. Eh bien, la France vendait au Soudan, personne n'en parlait. Et puis, le Soudan est devenu un pays interdit par les États-Unis. Et donc, la France vendait au Soudan en dollars. Et donc, les États-Unis ont dit, comme c'est en dollars, le droit américain s'applique. Et on a collé une amende de 8 ou 9 milliards d'euros à la BNP. Et puis ensuite, on a saisi les réserves de change de l'Iran, par exemple. Et maintenant, on vient de saisir les réserves de change en dollars et en euros de la Russie. C'est-à-dire que vous dites, cette espèce de Pax Americana qui régnait depuis 1946, où si j'avais des dollars, une fois que je les avais gagnés, ils étaient à moi, j'en faisais ce que je voulais, c'est fini. Donc le droit américain, maintenant, s'applique à tous les actifs en dollars. C'est-à-dire que dans toute transaction dans le monde aujourd'hui, il y a 3 types qui sont au courant, vous et moi si on s'est vendu quelque chose, et la CIA en dollars. Donc vous pensez bien que tout passe par le dollar. Oui. Tout passe par, si ça passe par le dollar. Si ça passe par le dollar. Mais si on faisait des affaires entre vous et moi en or, la CIA serait pas au courant. Donc vous pensez bien que le rôle du dollar comme monnaie de réserve, c'est fini. Plus personne n'y croit. C'est terminé pour vous. Y a pas c'est une perte de souveraineté inimaginable. Oui. Mais alors, dites-moi, le gel des avoirs russes, pour parler de l'actualité, les sanctionne très gravement? C'est à peu près la moitié de la réserve, pas tout à fait, parce qu'ils en avaient quand même mis un paquet en euros. Et là, c'est la BCE qui a décidé de geler les réserves en euros, parce qu'il n'y en avait plus que 4% en dollars. Ça fait un petit moment qu'ils se Donc, ils ont la totalité de leurs réserves gelées aujourd'hui? Non, 50% à peu près. Parce qu'ils ont pas mal de réserves en yuan. Ah ouais. Ils ont à peu près pas mal en yens et à peu près entre 25 et 30% en or. D'accord. Donc, et alors c'est envisageable, par exemple, une espèce d'alliance financière indo-russo-chinoise? C'est assez simple. C'est que la Russie est très gros exportateur de matières premières. On va en reparler, j'imagine. Oui. En particulier d'énergie, de pétrole. Et donc, ils ont qu'à facturer leur pétrole à la Chine en yuan.
Mais à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de passer par le dollar. Donc c'est une incitation formidable à tous les gens qui, dans le fond, n'ont pas envie de se retrouver sous le contrôle de la CIA, à passer à facturer dans une des deux monnaies, soit celle du pays qui exporte, soit celle du pays qui importe. Quoi. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, Charles Gave, je rappelle, il dit, mais je comprends pas pourquoi il pousse à ce point la Russie dans les bras de la Chine. Ce que vous avez dit il y a une semaine. Il continue à qui mieux mieux, c'est tout à fait extraordinaire. Ouais, c'est une des erreurs massives. Mais ce qu'il faut dire ici rapidement, c'est que les États-Unis, la Chine est un gros exportateur, la Russie est un gros exportateur de matières premières, mais le gros consommateur de matières premières, c'est l'Europe. Il y a à peu près 40%, ça dépend, mais oui, de gaz russe, ou de pétrole russe, et je sais pas si vous avez remarqué, mais le charbon dans les 10 derniers jours a plus que doublé. Et de l'année dernière, sur les 12 derniers mois, il a été multiplié par 5. Et les Russes sont parmi le 3e producteur de charbon mondial. Et puis les Russes sont le 3e exportateur mondial de blé. Et donc, mais est-ce que l'Europe peut se passer entièrement, si la situation actuellement continue, du blé russe, du charbon russe, du gaz russe ou pas? Jamais de la vie. Jamais, c'est impossible. Donc si les Russes décident de fermer les robinets, l'Allemagne s'arrête. Mais complètement. Mais il y a le gaz de schiste américain. Mais le gaz de schiste américain, s'ils réussissent à tirer, 1 million de barils, l'équivalent d'1 million de barils, ce sera le maximum, et ça suffira pendant quelques jours à l'Allemagne, quoi. Oui, c'est tout. Donc, on est dans une histoire de fou où le type qui est complètement dépendant se tire pas une balle dans le pied. C'est l'Europe qui est en train de se tirer une balle dans la tête, quoi. Ah oui, carrément. Écoutez, je sais pas, mais si vous avez toute votre énergie, vous savez, l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Hein. Si on vous coupe l'énergie, votre économie s'arrête, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça. Personne ne raisonne un peu à moyen terme comme ça, même pas à court terme. Mais il y a beaucoup plus grave. Ça paraît idiot, mais en effet, il y a beaucoup plus grave. C'est les effets collatéraux. Vous savez, c'est le truc quand vous bombardez. Collatéraux, oui. Les dommages collatéraux, quand vous bombardez, vous avez un type qui passait là par hasard et pof, il se fait tuer. Bon, c'est un coup de pas de peau. Je vais vous donner un ou deux exemples qui me semblent absolument extraordinaires. C'est que la plus grosse société, le plus gros propriétaire d'avions dans le monde, d'avions, oui, c'est une société irlandaise qui achète les avions et qui les loue ensuite aux compagnies aériennes. Qu'on se dit, j'ai pas besoin de mettre du capital, comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Elle a 550 avions à peu près, cette société, en Russie. Et donc, maintenant, les Russes ne peuvent plus faire sortir leurs avions. Et donc, ils payent plus. Oui. Et donc, la société irlandaise va sauter. Oui, faillite, évidemment. Une faillite, puisque elle a... Et donc, on va se retrouver avec 550 avions qui ont été faits par qui? Par Airbus. D'accord. Et donc, vous allez avoir un chômage monstrueux à Toulouse, parce qu'il y a 150 avions qui vont apparaître sur le marché. C'est déjà un truc auquel on pourrait réfléchir 2 minutes. Oui. Mais, oui. Non, c'est intéressant, Charles Gave, ce que vous dites, parce que je crois que les gens, comme on leur en parle pas, l'Europe, vous dites, est dépendante à 40%. Voilà. Des Russes du point de vue de l'énergie, etc. De l'énergie, mais le prix du blé est en train de monter comme une fusée, parce que certes, la Russie est un gros exportateur de blé, mais l'Ukraine aussi. Donc la campagne de cet été va peut-être pas être terrible en Ukraine. Hein. Ouais. C'est à peu près la moitié des exportations russes. Et donc le prix du blé monte. Mais chaque fois que le prix du blé est monté dans l'histoire, il y a eu des révolutions en Afrique du Nord. Parce que les gens, ils n'avaient plus rien à bouffer. Voilà. Parce qu'ils bouffent du couscous, si vous voulez. C'est fait avec quoi le couscous? Avec du blé dur. Hein. Donc il y a toute une série de trucs. C'est les jeux de domino, quoi. C'est le jeu de domino. Et en plus, la Russie aujourd'hui a des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire une balance commerciale excédentaire. Oui. Elle a un budget excédentaire. Elle a des réserves de change qui lui permettent d'importer pendant au moins 2 ans tout ce dont elle a besoin, même si elle ne vend rien à l'étranger. Elle n'a pas de dette intérieure, elle n'a pas de dette extérieure, donc elle s'est parfaitement préparée à cette guerre. Elle peut vivre en autarcie. Elle peut vivre en autarcie pendant 2 ans, ce que vous dites. 2 ans. Et puis nous, on peut pas vivre 2 mois. Donc on est là en train de courir partout.
de crier démocratie, démocratie en sautant sur nos chaises, comme disait De Gaulle, mais je pense pas que les gens aient bien conscience du rapport des forces. Oui, c'est assez étonnant. On va continuer à parler, c'est en même temps passionnant, mais c'est vrai très préoccupant. On en parle avec Charles Gave après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Voilà, je vous ai fait écouter pendant 8 minutes l'analyse de Charles Gave. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que dit cet économiste extrêmement averti, spécialiste des marchés financiers, respecté ici en France? Que la crise engagée par les Européens, le bras de fer engagé par les Européens avec la Russie à travers l'Ukraine est un bras de fer qui a des conséquences néfastes sur les économies européennes, davantage que sur l'économie russe. Que ce sont les Européens qui vont être affaiblis. C'est la monnaie européenne, l'euro qui est en train de tomber, de plonger actuellement. Pendant que le dollar de la grande puissance américaine, lui, il est en train maintenant de menacer de passer au-dessus de l'euro. Que l'Europe dépend de la Russie pour 40% des matières premières dont elle a besoin pour fonctionner. Et que si la Russie coupe l'alimentation en matières premières de l'Europe, un pays comme l'Allemagne est à l'arrêt immédiatement. On le voit par exemple avec le fait que la Russie vient, puisque l'Allemagne a demandé la suspension du projet Nord Stream, le pipeline de gaz qui était prévu, mais la Russie a signé sur pratiquement 40 à 45 ans, eh bien, l'approvisionnement de gaz avec la Chine. Et se fait désormais payer en monnaie chinoise, ce que les Allemands ont renoncé à lui payer, et ce grâce à quoi ils allaient gagner. En fait, Charles Gave, qui analyse les flux financiers, nous dit ceci. Les sanctions de l'Union européenne contre la Russie sont en fait un suicide économique de l'Union européenne. N'est-ce pas ce que je vous ai démontré avec le cas de la CEDEAO? On prendrait encore le temps qu'on écouterait un autre spécialiste, Pozzo di Borgo. Mais je vous invite à écouter toute la suite de l'émission que j'ai montrée tout à l'heure. Le sénateur, l'ancien sénateur Pozzo di Borgo explique que les décisions, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie sont en très bonne partie illégales. Notamment celles qui consistent à acheter des armes et à offrir des armes à l'Ukraine. Ce sont des sanctions qui ne sont pas prévues dans les textes européens. La Commission européenne, l'Union européenne, n'est pas une union de la défense. Elle n'a pas de pouvoir de décision sur les actes de défense. Les actes de défense relèvent encore de la souveraineté exclusive des États. Or, la déclaration de guerre, dans tous les États de droit européens, passe par les parlements. Elle passe par les parlements. C'est-à-dire que pour que l'État français finance une guerre officiellement à l'étranger, il faut qu'il ait soumis un projet de loi. Il faut qu'il soumette un projet de loi devant le Parlement français, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Pareil pour les Italiens, pareil pour les Belges. Il n'y a pas d'instance de l'Union européenne qui ait le droit de poser un acte de guerre. C'est-à-dire un achat de matériel de guerre ou une offre de matériel de guerre dans le cadre d'un conflit entre un pays qui n'est même pas membre de l'Union européenne, qui n'est même pas membre de l'OTAN et une autre puissance. Le sénateur Pozzo di Borgo le démontre simplement en montrant que Madame Ursula von der Leyen est une hors-la-loi. Elle viole les attributs souverains des États européens en matière de défense. L'Union européenne n'a pas à offrir des armes, à soutenir en offrant des armes, eh bien une puissance étrangère. Cela se fait dans le cadre des États et avec l'implémentation des parlements. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La CEDEAO s'est réunie, elle a confisqué l'argent du Mali. La CEDEAO s'est réunie, elle a mis le Mali sous embargo. La CEDEAO s'est réunie, elle a dit qu'elle lève une force militaire en attente pour attaquer le Mali. Tout cela n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. La CEDEAO s'est réunie, elle dit qu'elle empêche le Mali d'accéder à la mer. C'est contraire au droit international maritime des pays sans littoral. Vous voyez, je viens de vous donner 4 points. 4 points de comparaison entre le comportement de l'Union européenne et le comportement de la CEDEAO. Je les récapitule. De part et d'autre, l'agresseur apparent est considéré comme le seul coupable, comme l'unique coupable. Et ça, c'est la même propagande qui le dit.
Deuxième élément de comparaison. De part et d'autre, le vrai agresseur, c'est la coalition occidentale. C'est elle qui a cassé la Libye et déstabilisé le Sahel. Le président Macron le dit, page 40, de l'ouvrage L'Emprise de Marc Indeveld, publié ici à Paris en 2022. D'accord? Et en Ukraine, on voit l'agression effectivement de la Russie contre l'Ukraine. Et on peut avoir de la compassion avec raison pour le peuple ukrainien. C'est légitime. Car la guerre fait beaucoup de victimes innocentes. Mais on n'oubliera jamais que le régime ukrainien actuel est coupable de génocide avec une partie de sa population, celle du Donbass, où il a fait près de 14 000 morts. On n'oubliera pas non plus que ce régime est entré dans le jeu agressif de l'OTAN envers la Russie, qui a consisté à intégrer 14 pays, dont plus d'une dizaine d'anciennes républiques socialistes soviétiques, et d'y positionner des armes de l'OTAN pour dominer la Russie. D'où le fondement de l'agression, c'est bien effectivement l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, la volonté de l'OTAN d'être la grande puissance militaire de la planète qui contrôle toute la planète. Voilà l'agression. J'ai démontré que, de part et d'autre, on utilise des organisations pour les intérêts extra-populaires, extra-nationaux, extra-démocratiques. La CEDEAO prend des décisions qui font perdre de l'argent au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple du Sénégal, au peuple de la CEDEAO, aux États. L'Union européenne prend des décisions qui vont pousser l'Union européenne dans un effondrement financier. Mais à qui cela profite? Du côté de la CEDEAO, cela permet à la grande puissance néocoloniale française d'avoir encore une plus grande main basse à travers les multinationales, sur les richesses de la sous-région d'Afrique francophone. De l'autre côté, cela permet à la grande puissance américaine de contrôler encore plus puissamment l'Europe, de la tenir sous sa férule et de continuer à envisager de créer des guerres pour écouler le matériel militaire de son industrie militaro-économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les guerres des présidents démocrates américains sont en réalité des coups de pouce à l'économie de l'armement, au lobby militaro-industriel aux États-Unis. Ils ont besoin de guerre pour vendre des armes. Voilà pourquoi quand elles n'existent pas, ils les créent. Et au détriment de qui? Au détriment de l'Europe. Car s'il y a une dérive nucléaire actuellement en Ukraine, est-ce que ce sont les Américains qui vont être les premières victimes? Non. S'il y a une dérive nucléaire dans la guerre russo-ukrainienne, c'est l'Europe qui est en feu. Donc, d'un côté, on utilise la CEDEAO pour déstabiliser la sous-région. Les néocolons français sont calmes, ils sont tranquilles, ils sourient même, ils appliquent le diviser pour mieux régner. De l'autre côté, la haute hiérarchie de l'oligarchie occidentale américaine utilise l'Union européenne et l'oligarchie corrompue à la tête de cette union pour attiser la guerre en Ukraine. Et c'est elle qui tire les bénéfices pendant que nous, qui vivons dans les peuples, au cœur de l'Europe, c'est nous qui payons à la pompe. C'est nous qui voyons notre facture de gaz augmenter de 50%. C'est nous qui sommes les potentielles premières victimes d'une déflagration de type nucléaire sur le continent. Vous l'avez vu? Est-ce que c'est clair pour vous? Et puis, enfin, j'ai dit que des deux côtés, les actions qui sont menées par les autorités européennes contre la Russie sont illégales. Elles ne sont pas prévues. Il n'est pas prévu que l'Union européenne déclare la guerre ou contribue à la guerre pour un État qui n'est ni membre de l'Union européenne ni membre de l'OTAN. Ce n'est pas prévu. Aucun texte, comme l'a souligné le sénateur Pozo Di Borgo. Et de l'autre côté, à la CEDEAO, aucun texte n'autorise l'embargo. Aucun texte n'autorise à l'UEMOA de confisquer les avoirs de l'État malien. Aucun texte n'autorise d'empêcher un État sans littoral comme le Mali de commercer. Aucun texte. Aucun. D'où vous pouvez donc comprendre que c'est la même oligarchie qui inspire la CEDEAO et l'Union européenne. L'oligarchie du racisme, du colonialisme, de l'impérialisme, du suprémacisme et de l'hégémonisme. D'où je vous le dis en conclusion. J'ai toujours dit aux Africaines et aux Africains que nous sommes le continent le plus riche potentiellement du monde, mais le continent le plus appauvri. La grande question africaine aujourd'hui, c'est celle de la paix et de la sécurité, afin de bâtir une Afrique industrialisée, écologique, une Afrique matique. L'avenir de l'Afrique, ce n'est pas la démocratie, c'est la matocratie. C'est-à-dire des institutions de la solidarité en forme de vérité-justice. Les trois valeurs de l'Afrique, au sommet du triangle
de la pyramide africaine, il y a la solidarité. Et à la base de la pyramide des institutions politiques, sociales, économiques, culturelles de l'Afrique, il y a la justice. D'un côté, donc la pratique rigoureuse de l'égalité entre les hommes, et d'autre part, la haute connaissance, la recherche de la vérité. Lorsqu'une civilisation investit dans la haute connaissance, dans la haute technologie, lorsqu'une civilisation investit dans un effort de protéger les plus faibles, c'est-à-dire un effort de justice et d'égalité, cette civilisation accomplit Maat, c'est-à-dire elle devient solidaire d'elle-même, solidaire du cosmos et reconnaissante envers le Tout-Puissant. Voilà notre voie, voilà notre chemin. Construire la puissance africaine pour en faire une puissance exemplaire du point de vue des valeurs d'humanité qui la fondent et qu'elle puisse réinspirer le monde. Car en fait, les guerres de ce monde ne sont rien d'autre que les conséquences du principe hégémonique, du principe impérialiste. Le principe selon lequel certains êtres humains estiment que la terre leur appartient, c'est leur chose, et que les autres sont leurs locataires, alors que tous, ici sur cette terre, nous sommes des locataires. La terre est un bien commun dont nous sommes tous en réalité, non pas des propriétaires, mais des locataires, des passagers. Et je l'ai toujours dit, la civilisation, c'est l'art de bien passer dans ce séjour terrestre. Mes chers amis, voilà la conversation qui m'a été inspirée par l'analyse de ces événements qui se déroulent pratiquement à 10 000 km les uns des autres, mais qui sont connectés. Et je rappelle que j'ai dédié la présente conférence à nos frères des forces armées du Mali, tombés hier, à près d'une trentaine, sous l'embuscade des forces terroristes qui ont été introduites en Afrique par la coalition occidentale, qui a détruit la Libye, déstabilisé le Sahel pour repositionner ses armées et contrôler les faramineuses richesses de l'Afrique. Lequel projet doit échouer? Et voilà pourquoi, unis et solidaires, nous devons éveiller les peuples africains et installer à la tête des États africains de véritables serviteurs, eh bien, de nos peuples. De véritables serviteurs de nos peuples. Ainsi soit-il. Vous allez sur le site YouTube de Sud Radio. Vous allez sur le site YouTube de Sud Radio. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sud Radio. Vous allez trouver toute une suite d'émissions extrêmement éclairantes, comme l'émission dans laquelle, eh bien, Yves Pozo di Borgo dit, parlant des Européens, nous sommes les petits télégraphistes des Américains. Pour vous nourrir d'une vérité critique envers la vulgate de la propagande occidentale, écoutez Sud Radio. Écoutez Sud Radio, allez sur YouTube, écoutez Sud Radio. Avant qu'on ne l'interdise aussi. Bon week-end à tous. Merci, merci. Portez-vous bien, mes amis. Commerce triangulaire. Commerce triangulaire. Bon week-end à tous. Avec Bingi Djadjami qui chante Commerce triangulaire.
Mukula Kongodi Chamumbuta Zeri Tame Etaba Mute Elege Dibanwana Jingwele Mukula Fikadi Paix à l'âme de nos frères du Mali. Marcus Gave Mamangunga André Machua Merci à tous. Vers l'Europe now l'Amérique yes yes vers l'Afrique now vers l'Europe now Et merci de partager. l'Amérique yes yes vers l'Afrique now les humains ont des caches pour nous figurer la valeur. Les humains ont des caches. Bingi Jami qui chante commerce triangulaire. Merci. Merci mes amis. Portez-vous bien.